Vidéo, Je remercie le Seigneur, je remercie le président de la République, Pachi, je remercie le secrétaire général de mon parti, Augustin Kabouya Mwanabouté, je remercie le gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Cette nomination, c'est toute une charge. C'est toute une charge. Nous allons travailler, montrer de quoi nous avons appris pendant 37 ans de lutte. C'est la première fois que je sois nommé en fonction de l'État. Je vais travailler avec les parlementaires debout, avec les forces du progrès pour assainir la ville, avec tous les collaborateurs que nous... Pour féliciter le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de fournir des efforts pour éloigner le Congo entre les mains des étrangers. Mais aussi à mon secrétaire général, le président Haï, pour la confiance faite à mon égard. Une première, quelqu'un qui est sorti des pépinières des ligues de jeunes, aujourd'hui la signe la charge des porte-parole du parti. Et aux organisateurs, le président Amissi et toute l'équipe, je tiens à vous féliciter et je suis reconnaissant parce que vous m'avez offert un auditoire, pas le moindre. Parler derrière des grands professeurs comme ça, c'est pas facile. J'aurais voulu quand même que je sois la première personne à intervenir. Je demande à Dieu de m'aider à s'en sortir. Voilà, merci beaucoup pour cette organisation. Et aussi, je vais me présenter. Je suis le premier président de la Ligue des jeunes de l'île de Pesse de la Fédération de Lukunga. Donc, la jeunesse de l'île de Pesse a commencé avec nous. Et après cela, j'ai assumé la charge de président national et Ligue des jeunes de l'île de Pesse, deuxième président de la Ligue des jeunes qui est devant vous. Et en dehors de ça, je suis secrétaire national adjoint à charge de la mobilisation, faisant l'intérim du porte-parole du parti. Maintenant, je vais parler. Est-ce que je vais parler? La question, le thème qu'on m'avait donné, c'était l'attitude des jeunes du parti au pouvoir pendant la période de la guerre. Et dans cette thématique, j'ai épinglé deux mots. Il y a l'attitude, il y a la guerre, que j'aimerais qu'on puisse un peu décortiquer pour la meilleure compréhension. L'attitude, c'est quoi? C'est une manière de se tenir, un comportement à adopter, une position à prendre. Et je me fais comprendre. Et pendant quelle période? Pendant la période de la guerre. Maintenant, pendant cette période, la guerre, comme vous le savez, c'est un phénomène de violence collective organisée qui affecte les relations entre les sociétés humaines ou les relations de pouvoir à l'intérieur des sociétés. Pendant la période de la guerre, il n'y a plus de l'ordre. La période de la guerre, on vient pour tout savoir, s'il faut que je dise clairement, on veut mettre en place un nouveau régime. C'est la raison de cette guerre. Maintenant, on me dit, quelle est l'attitude que la jeunesse de l'île de Pesse qui est partie au pouvoir doivent prendre pendant ces moments. Les jeunes du parti au pouvoir doivent défendre le régime. Or, pour mieux défendre le régime, il faut être bien informé et avoir une source fiable de l'information. Parce que vous ne pouvez pas défendre un régime si vous n'êtes pas bien informé.
par manque d'une bonne information, d'une information fiable, beaucoup plein de directions, qui attaquent même le régime sans le savoir. C'est parce qu'ils n'ont pas une source fiable pour l'information. Notre parti est bien organisé. Nous avons un père qui est aujourd'hui le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je demande que vous pouvez l'acclamer. Les Congos, c'est notre parcelle. Le président Félix, c'est notre papa. Nous sommes les enfants. Le secrétaire général, c'est l'aîné. C'est l'aîné dans notre famille UDPS. Comme vous le savez, le chef de l'État a été élu. Il se retrouve dans une position de l'indisponibilité. Alors, il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissés entre les mains de l'aîné qui est le secrétaire général Augustin Kabouya, que vous tous, au Congrès, vous lui avez donné les pouvoirs. Cela veut dire quoi? Le parti est bien organisé et structuré. Maintenant, où est-ce que vous poussez votre information pour commencer à faire le large écho? Vous écoutez qui? Qui vous donne l'oreille? Mais moi je pense que le parti étant organisé, nous avons une hiérarchie. Nous devons premièrement, nous devons être attachés à la hiérarchie du parti. Première condition. Attachement à la hiérarchie du parti. Beaucoup de nos amis à qui on a milité ensemble, ils se retrouvent loin de nous. C'est parce qu'ils n'étaient pas attachés à la hiérarchie du parti. Le parti n'a pas de hiérarchie. Et je vais faire comprendre. Dans une famille, il y a un seul père. La première des choses, pendant cette période, nous devons être attachés à la hiérarchie du parti. Deuxième des choses, nous devons avoir la confiance à la hiérarchie du parti. Je dis la confiance. Et je me fais comprendre. Attachement et la confiance à la hiérarchie du parti. Troisième point, nous devons à notre tour faire le large écho des informations que nous recevons de la hiérarchie. Là, je suis en train de voir la mission de la Ligue de jeunes et de l'UDPS, reconnue par les statuts dans son article 50. On dit la mission de la Ligue de jeunes est de recruter, d'encadrer, de former et de mobiliser ses membres. Mais vous allez encadrer qui si vous n'êtes pas bien informé? Et je me fais comprendre. Vous ne pouvez pas faire la politique si vous n'êtes pas bien informé. Le fait Tiens Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, il nous disait chaque fois, chaque matin, tu écoutes la RFI, tu écoutes les informations avant de sortir. Parce que vous ne pouvez jamais faire la politique sans être bien informé. Quatrième point, là je vais parler sur la force d'un parti politique, soit d'un gouvernement, soit d'un groupe. Nous sommes un parti politique. Les partis politiques, pour sa réussite, a besoin de trois principes. Le premier principe, c'est le principe de la solidarité. Nous devons être solidaires, en commençant de la hiérarchie du parti jusqu'aux cellules du parti. Nous devons être ensemble dans des décisions. Non, j'ai dévancé, je parle d'abord de la collégialité. Donc, s'il y a un problème, nous devons nous mettre ensemble. Réfléchir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions réussir notre pari. Je sais la réussite de cette organisation tient lieu parce que les jeunes de notre parti ont pris la décision de travailler ensemble. Bien qu'ils ont un président qui chapeautait, mais le travail se faisait avec l'équipe.
Voilà pourquoi nous avons une équipe technique qui est là, qui continue à assumer les charges et les responsabilités. La collégialité, c'est très important. Deuxième principe, c'est la solidarité. Par solidarité, je vais dire quoi? Pendant la période de guerre que nous sommes en train de traverser, nous sommes dans l'obligation d'être solidaires. Je dis solidaires en tout. Cela veut dire quoi? Que ceux qui ont eu le travail, que ceux qui n'ont pas encore eu le travail, que ceux qui ont eu le travail puissent commencer à être solidaires avec ceux qui n'ont pas encore eu le travail. Est-ce que je me fais comprendre? Si tu vas ton frère combattant, nous traversons la période de la guerre. C'est une période très difficile. Et je fais comprendre. Donc, vous qui êtes dans une position qui vous permet d'avoir un peu de possibilités, vous devez être solidaire avec ceux qui n'en ont pas encore. Ce n'est pas une charge seule, on devait laisser ça entre les mains du secrétaire général. Non! Il ne peut pas être partout seul. C'est une période difficile. Là où vous êtes, nous avions été nommés par le président de la République. C'est l'UDPS qui a fait de moi, pour la première fois dans ma vie, j'ai eu l'ordonnance du chef de l'État. Ce n'est pas quelque chose à blaguer. Et nous sommes nombreux. Personne ne dira que c'est à cause de mon père, j'ai fait ceci. Non. C'est la lutte qu'on a fait. Et si moi aujourd'hui j'ai eu cette grâce d'être mandataire quelque part, l'autre qui n'en a pas encore, je dois le porter secours à cette nation. Voilà pourquoi je suis en train de parler de la solidarité. Nous sommes un parti qui prône le social-démocratie. Et je vais faire comprendre. On n'a pas besoin de créer les classes sociales à l'UDPS. Les classes de nantis, des pauvres, des moyens. Non. Ce que vous avez, aidez aussi ceux qui n'en ont pas. Parce qu'ils ont confiance à la hiérarchie, leur tour viendra. Parce que nous aussi on a entendu. Nous avions entendu, mais nous étions attachés à la hiérarchie du parti et notre tour de qualité on a été aussi nommé. Je vous garantis, avec la hiérarchie du parti, le jeune, vous allez vous retrouver. J'ai continué de parler sur le deuxième principe pour la réussite d'un groupe, d'un parti politique, la solidarité. La solidarité qu'on en avait lorsque nous étions encore à l'opposition. C'est cette solidarité-là que nous en avons besoin. Ça ne sert à rien pendant la période de guerre pour écrire Yo Pelisi, groupe Nayo Batusuna Moulindi. Vous êtes tenté de vous exposer. Il faut être solidaire avec ceux qui n'en ont pas. Et c'est comme ça que nous allons réussir durant ces moments difficiles que nous sommes en train de traverser. Troisième principe, c'est le principe de la responsabilité. Cela veut dire quoi? Si la hiérarchie du parti que nous considérons comme une source fiable nous donne une ligne de conduite, nous devons tous être responsables pour prendre cette décision, faire de ça notre décision, en fait de défendre cette position. Il y en a qui disent, c'est le CG qui a parlé. Non, le CG ne parle pas comme étant individu, il parle comme les responsables. C'est lui qui engage les partis, la personne physique qui engage les partis. C'est le parti qui parle. Maintenant, vous allez voir les combattants, les partis parlent. Lui, il a une autre position. Pendant la période de guerre, vous n'êtes pas digne d'être membre des partis au pouvoir. Ce que vous ne devez pas ignorer, on est en train de craindre la jeunesse de l'UDPS que vous êtes. On est en train de vous craindre. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour que cela demeure toujours? Nous devons faire un effort d'être attachés, je dis bien attachés à la hiérarchie du...
Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Nous, quand on venait à l'île de Pes, moi j'habitais Lingwala. Mais chaque jour, nous étions à l'imiter pour savoir quelle est l'information. Le président a dit quoi. Mais aujourd'hui, tu te réveilles, là, tu commences à donner l'information. Vous oubliez que pendant la période de guerre, ce n'est pas tout le monde qui va parler. Ce n'est pas tout le monde qui parle pendant la période de guerre. C'est une période très sensible. Il faut d'abord écouter ceux qui ont les vraies informations. Ceux qui ont la source fiable. Donc nous avons que le rôle de rendre écho de ce que le parti a pris comme décision. Mais les défauts chez nous, nous parlons comme nous voulons, comme si nous étions dans notre propre maison. Si vous êtes au sein d'une structure comme parti politique, vous devez apprendre à abandonner vos égos, à écouter ce que dit la hiérarchie et de faire de ça votre volonté, votre décision. Et un responsable, il défend tout ce que le parti dit. Je n'ai pas besoin qu'on me dise défends ton parti. Non, c'est mon parti. Nous sommes les enfants, je vous ai dit, les Congo c'est une parcelle, le président c'est notre papa, le secrétaire général c'est notre grand frère. Lorsque ton père est attaqué, et ce sont les besoins que nous ne sommes pas, vous savez pas, non? Il est pas vivant. Il est pas vivant. Nous sommes les enfants légitimes des chefs de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les alliés, ce sont les enfants que notre père haït avec d'autres femmes. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes des enfants légitimes. Mais notre papa a beaucoup d'enfants. Les alliés, ce sont des enfants du président, mais c'est nous les enfants de la mère. Cela veut dire quoi? C'est à nous d'abord d'être exemplaires. Celui moi, dans ma carte, moi, ça dit défaut. Et ça a la gravité, mais pour les camons, la légitime dans. Et je vais faire comprendre. Pendant cette période de guerre, nous sommes les défenseurs. Je dis bien les défenseurs du régime. La guerre qui nous vient de l'autre côté, ce n'est pas le président Tshisekedi qu'on vise. C'est le Congo qui est tenté d'être visé. Et le Congo qu'on est tenté de viser, c'est notre futur qu'on est tenté de viser. Nos arrière-enfants que nous n'avons pas encore vus, les Rwandais veulent leur arracher un avenir meilleur. Est-ce que nous sommes en vie, on peut accepter ça? Non. Nous voulons être une génération qui doit arrêter cette hémorragie. Quand j'étais en train de suivre le professeur Maloua, je pleurais au fond de mon cœur. Donc pendant cette période, pour être responsable ici, il faut que la décision vienne de là. Ni t'étais l'avènement de notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, merci. Une paix c'est vivant. Une paix c'est vivant. Défendons les jeunes du parti au pouvoir, défendons le régime à ce qui concerne la République. Mais aussi et surtout, nous devons défendre notre parti. Parce que si on parle mal de ton parti, c'est à toi qu'on parle mal. Parce que tu t'identifies dans ces partis-là. Donc nous sommes obligés de défendre les partis, quel que soit ce qui peuvent arriver. Je dis et je vous remercie. Je suis un enfant de la sécession katangaise. À 8 ans, la sécession katangaise commence. Je ne savais pas que la République démocratique du Congo existait. Nous fêtons l'indépendance du Katanga. Donc cela ne vous étonne pas, j'ai commencé par chanter la katangaise avant de savoir qu'il y avait le debout congolais. Mais ne me demandez pas de chanter la katangaise ici, les paroles sont toujours là.
Et c'est la première fois que j'ai vu débarquer aussi l'ONUC, l'Organisation des Nations Unies au Congo, et l'ANC, l'Armée nationale congolaise. Il y avait l'armée katangaise, les gendarmes katangais, qui étaient soutenus par des mercenaires venus d'Afrique du Sud, qu'on appelait les Babounou, et j'ai compris qu'on voulait dire Babounou, c'était le Beurs, qui vient de l'Afrique du Sud. Et c'était ça, ma première expérience avec la guerre, l'instabilité de la RDC. 60 ans plus tard, je vais me trouver secrétaire général de la CIRGL, visitant les camps de la MONUC puis de la MONUSCO à travers le pays. Et les petits garçons de 8 ans qui allaient au niveau des camps de l'ONUC pour demander de la pitance, de la nourriture, comme on appelait Tchop-Tchop, je ne sais pas pourquoi. Je me suis retrouvé secrétaire exécutif de la CIRGL, partageant la nourriture dans un camp de la MONUC, de la MONUSCO, avec des généraux indiens et autres, dans les années 72. Et je me suis demandé ce qu'on fait sur place où on avance. C'était très troublant pour moi de me dire à cet âge, à 8 ans, et maintenant 60 ans, et c'est presque dans les mêmes conditions. Est-ce que notre histoire avance ou tu tubes ou marche à reculons? Je ne sais pas, c'est une expérience multiple. Je me suis retrouvé vice-ministre de la Justice et des Affaires parlementaires pendant 6 mois. Mouzé me nomme au mois d'août 2000 vice-ministre de la Justice et des Affaires parlementaires. Et en janvier 2001, il est assassiné, exécuté. Je me retrouve ministre des Droits humains pendant 3 ans. Certains se rappellent l'épisode où j'ai fui enlevé et pris en otage par Thomas Lubanga, Bosco Taganda, Chef Kawa, pendant 5 ans. Et pendant 5 mois en Ituri, l'épisode on a tiré sur mon avion, et ainsi de suite. Donc j'étais très engagé dans ce processus de la paix. Et par la suite, après Sun City, je me suis retrouvé secrétaire général du gouvernement. Ce n'était pas une tâche facile, c'était le 1+4. Et il fallait... Ma préoccupation, c'était de faire avancer la transition, de faire aboutir la transition en me disant qu'après la transition, ce sera la paix. J'étais peut-être naïf, bon, mais je pensais qu'après la transition, ce sera la paix. Et je peux vous dire qu'à cette époque-là, tout était négocié. Même l'ordre du jour du Conseil des ministres, je faisais le tour de la navette présidentielle. Le président, les 4 vice-présidents, tout le monde me disait ce qu'il voulait voir dans l'ordre du jour du Conseil des ministres. Je faisais la synthèse et lorsqu'ils se mettaient d'accord, j'ai signé l'ordre du jour et j'ai multiplié. De la même façon, j'ai mis à préparer l'ordre du jour aussi de l'espace présidentiel. Ce n'était pas facile parce que vous savez, ces gens-là, je ne sais pas s'ils ne dorment pas, ils ne sont pas tranquilles, ils vous appellent à minuit, à 1h du matin, pour vous dire demain, je compte dire ceci, qu'est-ce que vous en pensez, et tout ça. Mais là, je voudrais vous dire
Ah, il paraît qu'il ne reste que 8 minutes. Vous savez que j'ai attendu 1h30 en bas qu'on vienne me chercher. Comment je vais récupérer les 1h30? Alors, vous savez, ce n'était pas évident. Entre eux, ils se disaient n'importe quoi, ça passait par moi, aller dire à tel, ceci. Mais moi, je pense que l'infiltration date de longtemps. Je parle sous surveillance de personnes qui sont plus expérimentées que moi, et même de notre aîné à Toundou, que nous admirons beaucoup par son intelligence aiguë et par son expérience. Je pense que l'infiltration date déjà de l'époque du président Mobutu, peut-être on l'a dit ici, avec déjà la nomination de Bisengimana, le Tout-Puissant, comme directeur du cabinet du président de la République. À ce moment-là, Bisengimana va désigner beaucoup de ressortissants du Rwanda à la tête des grandes entreprises du pays. Et vous savez que beaucoup ont contribué au financement du FPR. Beaucoup ont contribué au financement du FPR, de ceux qui ont travaillé ici. Et je pense que mon aîné peut donner beaucoup plus de précision là-dessus, mais on a des noms. C'est à ce moment-là. À ce moment-là que commence aussi la destruction de l'armée, lorsque nos généraux deviennent aussi des commerçants, vendent des pièces détachées et des armes à Savimbi, et ainsi de suite. Je ne vais pas aller plus loin. Mais ça continue avec le 1+4. Parce que dans le 1+4, nous avons, comme vice-président, je suis loin de la CIRGL, peut-être qu'on me donnera le temps pour la CIRGL. Dans le 1+4, nous avons comme vice-président Robert Roy, chargé de la défense et de la sécurité. Et comme ministre de la Défense, tous les ministres de la Défense qui se sont succédés venaient du RCD. On a les noms des généraux, je ne vais pas les citer ici, tous ils venaient du RCD. Et donc, vous comprenez que tout est organisé dans ce sens-là. Et on est passé du mixage au brassage. Mais je vais vous dire ici que tous les généraux qui sont allés à Goma pour le mixage ou le brassage rentraient chez eux avec des avions pleins de vaches. Donc vous comprenez dans quelles conditions ça se faisait. Bon, je chemine, allons plus loin, je suis arrivé à la CPGL. À la CPGL, on m'a envoyé en 2008-2009, presque à ma demande, pour être le représentant de la RDC pour la relance de la CPGL. J'étais conscient que la CPGL, les trois pays-là, pouvaient être le triade de la paix ou de la mort. Nous avons fait de notre mieux pour faire avancer. C'est à l'époque où ceux qui viennent du Kivu, de Goma-Sab, que nous avons pu obtenir notamment l'ouverture des frontières 24 heures sur 24, ainsi de suite. Ensuite, j'arrive à la CIRGL. À la CIRGL, on me désigne par le choix du chef d'État et de gouvernement en décembre 2011. Je commence mon travail en janvier 2012 et je n'ai eu que peu de temps. La première vague du M23 se manifeste déjà. Nous entrons dans les négociations. Dans ces négociations-là, en 2012, on a fait 7 sommets des chefs d'État et de gouvernement pour arriver à faire partir le M23. Comment est-on parvenu à faire partir le M23?
Je vais dire probablement par deux actions. La première action, on a voulu mettre sur pied une force internationale dite neutre, c'est-à-dire à l'exclusion du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Et la force internationale neutre, comme disait Kikwete, au moins les enfants de la région voudront mourir pour la région. On a demandé aux pays de la région de contribuer. Et pour montrer sa bonne volonté, la RDC va même déposer sur le compte de la CIRGL à Bujumbura 20 millions de dollars américains. Je ne les ai pas vus, mais j'étais sur mon compte et j'avais la signature. Mais je ne les ai pas vus, je ne lui ai pas touché. Alors, l'ONU, lorsqu'elle apprendra qu'il y a cette volonté-là, l'ONU viendra nous voir pour nous dire qu'on ne peut pas développer deux grandes armées internationales, la MONUSCO et une force internationale neutre composée des pays de la région évoluant dans la même zone opérationnelle. D'ailleurs, vous ne tiendrez pas le coup parce que ça demande beaucoup de besoins logistiques et autres. Autant accepter qu'on puisse mettre sur pied plutôt une brigade spéciale d'intervention et donner un mandat rigoureux à la MONUSCO. Donc finalement, on acceptera cette solution-là et Matata Ponyo, Premier ministre, et son ministre délégué, comment il s'appelle encore, son ministre délégué aux finances, quel que soit l'endroit du pays où il s'est trouvé, ces deux-là m'appelaient au téléphone pour me dire, professeur Toumbalouaba, il faut nous rendre nos 20 millions de dollars maintenant qu'il y a l'ONU qui a accepté de mettre sur pied la brigade internationale d'intervention. Et finalement, j'ai gardé tous les documents, ils m'ont donné un compte à Bruxelles. Bon, je suppose que c'est un compte de la BCC comme ils en ont beaucoup, mais je garde toujours le dossier. Il a à la disposition de qui veut pour essayer de voir clair. Parce que je pensais que, ayant beaucoup déboursé pour la CIRGL, j'ai été pour aider la CIRGL à mettre sur pied les mécanismes conjoints de vérification élargis jusqu'à toucher à d'autres comptes, jusqu'à contourner certaines procédures, à arriver à 700 000, 800 000 dollars. Je leur ai même demandé de rembourser cela, ils n'ont pas voulu. Et j'ai fait l'objet de plusieurs audits, parce que le Rwanda et l'Ouganda voulaient nécessairement démontrer qu'entre Bujumbura, le siège, et Goma, j'avais eu à détourner. Il y a de l'argent qui aurait disparu. Alors, comment est-ce qu'on est parvenu à faire partir effectivement un 23 de Goma à ce moment-là? On parle beaucoup de l'accord cadre. C'est vrai, l'accord cadre nous a aidés. Mais l'accord cadre pour la paix, la sécurité, la coopération dans la région des Grands Lacs, de décembre 2012, nous avait été imposé comme condition pour qu'on puisse déployer la brigade spéciale d'intervention. Mais il y a aussi un autre fait qui est intervenu dans nos réunions de la CIRGL. Il y a des présidents comme Kikwete qui ont dit que ces jeunes gens du M23 se sont trop amusés dans la région. Il est temps qu'ils partent. Et ce jour-là, tous les chefs d'État, notamment Kikwete, vont s'adresser à Museveni pour lui dire, Monsieur le Président, nous vous demandons d'adresser des instructions à ces jeunes gens qui doivent partir de Goma.
ils doivent quitter Goma. Et j'étais surpris. Le président Museveni dira oui, je vais tirer les oreilles de ces jeunes gens, ils doivent partir de Goma à telle date. Et je me suis retrouvé d'ailleurs à Goma le jour de leur départ, voyant tous les engins, les véhicules qui prenaient la route de l'Ouganda. Et par la suite, nous saluons l'arrivée du secrétaire général. Alors, par la suite, on les fera partir jusque, ils vont se subdiviser une aile en Ouganda et une autre aile à Luanda. Et pour être bref, je vous dirais que à Kampala, il y avait l'aile de Bertrand ici, actuellement sont à Goma. Et j'étais chargé d'assurer les suivis avec eux. Et c'était difficile parce qu'il n'y a eu aucune réunion avec eux, que ce soit à Kigali. Excusez-moi, je vous en prie. Dis, quelqu'un qui se déplace pour vous transmettre sa connaissance, vous faites des bruits comme ça. Et c'est normal ça. Vous parlez de quoi? Soyons disciplinés. Merci, professeur. Merci beaucoup. Que ce soit à Kigali, que ce soit à Kampala, dans toutes les réunions, parce que les déclarations conjointes de décembre 2013 entre le gouvernement de Kinshasa et le M23 avaient confié au secrétaire exécutif de la CIRGL les suivis. Donc je suis venu plusieurs fois ici, je suis allé à Kampala, je suis allé à Kigali. Aucune fois nous n'avons eu des réunions avec la M23 sans la présence des services de renseignement et des agents du ministère des Affaires étrangères de ces pays-là. C'est dire qu'ils ont toujours été gérés par ces pays. Et à un moment, il y a eu blocage. Le mécanisme n'a pas pu se poursuivre. Mais je pense qu'ils étaient gardés comme des fers au feu. Et je n'ai pas de preuves, mais j'ai quand même quelques indices et quelques soupçons que des contingents du M23 aient pu être utilisés à Kampala comme ici à Kinshasa pour sévir au moment des manifestations, notamment concernant le 3e mandat et à Kampala contre les opposants. Quelques anecdotes pour finir. Un jour, à la fin d'une réunion, à Munyonyo, James Kabarebe le soir m'approche. Il me demande, mais professeur, venez quand même prendre un verre avec nous. Vous, c'est toujours réunion. Et ensuite, la chambre, ainsi de suite. Venez prendre, il était avec le chef d'état-major général de l'armée rwandaise. Bon, à l'époque, j'étais un peu plus naïf que maintenant. Je suis allé prendre le verre avec eux. Et puis à un moment, James Kabarebe me dit, mais professeur, est-ce que vous ne voulez pas devenir ministre dans votre pays? J'ai dit, mais je n'ai pas bien compris. Il me dit, non, mais je vous demande, est-ce que le poste de secrétaire exécutif de la CIRGL vous suffit ou vous ne voulez pas devenir ministre dans votre pays? Moi, je lui dis, parce que vous avez la capacité de me placer, de m'obtenir un poste ministériel dans mon pays. Il me dit en Swahili, il est une mambo kidogo tout. Et j'espère qu'on n'a rien contre le Swahili. Il dit, il est une mambo kidogo tout. Ça sont des gens qui font de la mauvaise propagande. Et ces jours-là, j'ai été très perturbé, très troublé, parce que je me demandais comment ces gens peuvent avoir la capacité
de faire nommer des ministres dans mon pays et de me le proposer ainsi. Et je commençais à me poser des questions. La deuxième chose, c'est de vous dire que lorsque je suis arrivé à la CIRGL, j'ai trouvé que c'était un Rwandais qui était généré contre le Rwandais. Hein. Le problème, ce n'est pas avec le peuple rwandais. Ce sont les autorités civiles et militaires qui étaient cadre directeur chargé de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles et du processus de certification. Il était pratiquement fin mandat. Et Mme Mouchikiabo va m'approcher pour me dire qu'il est fin mandat, mais nous voulons qu'à son départ, ce soit encore un autre Rwandais qui les remplace à ce poste-là. Des postes généralement ouverts au concours, des représentatifs de tous les pays. Et je me suis dit, mais comment ils s'intéressent de si près rien qu'à ces postes? En fait, leur problème était de freiner tous ces processus de certification, de traçabilité, ainsi de suite, qui les gênaient. C'était de freiner. Et comme j'ai fait que ça change, ils m'en ont voulu à mort, ils ont parfois tenté. Ce n'était pas évident. Enfin, je termine avec cette troisième anecdote, permettez-moi. Je suis à Beni Butembo. Vous devez savoir que les ressources du Congo intéressent tout le monde sans exception. Je suis à Beni Butembo avec des responsables de la SADC en mission de consolidation de la paix. Et puis, un ou une. Bon, c'était une femme, hein, parce que les femmes ont tendance à nous faire croire que l'intégrité, la non-corruption, ainsi de suite, ce sont les femmes. Mais là, c'était une femme quand même, très haut placée, venant de la SADC, qui va s'approcher de moi et qui me demande, professeur, Alafou, il est bien tout, Manalipataka, Namuragan, professeur, ces choses-là, on les obtient, on les trouve comment? Et moi, je lui dis, je lui demande, mais c'est quelle chose? Il dit, ah, mes professeurs, vous aussi, vous me comprenez quand même, si je parle de ces choses-là, bon, hein, mais comment on peut trouver, bon, c'est l'or et tout, et bon sort. Moi, je lui dis, c'est le gouverneur de la province, Julien Palou. Si vous souhaitez avoir ces choses-là, allez les trouver. Il venait de la SADC. Allez les trouver, parlez-lui et vous saurez comment obtenir. Il dit, ah, voilà tout. Comment vous pouvez m'envoyer chez le gouverneur alors que je vous demande comment on peut avoir ces choses-là? Enfin, finalement, je vous dirais que nos brassages et mixages se sont passés parfois dans des conditions catastrophiques. Je me rappelle une fois, nous sommes allés chercher les M23 dans le camp qui se trouvait à Kampala. Nous arrivons là-bas, vous savez, Museveni, le président Museveni, c'est le président Museveni. Il n'y a pas plus... Je ne peux pas ajouter, c'est un président de la République. Alors, on nous dit que pour les faire sortir de leur camp, il faut aller convaincre leur chef, il faut attendre. On nous a fait attendre toute la journée, fatigués, pour nous annoncer qu'ils ont pu finalement faire sortir de leur camp un certain nombre de combattants. Et qu'on pressait déjà l'aéroport d'Entebbe. Et que là, à l'aéroport d'Entebbe, ils vont nous rejoindre. Mais faites vite parce que leurs amis sont mécontents, ils les poursuivent, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et j'étais avec la secrétaire exécutive de la SADC. Effectivement, ils sont arrivés en armes, ainsi de suite. On nous a présenté une liste
le moteur tournait déjà et devait aller sur Kamina. Mais je vous assure, dans ces conditions-là, où on vous dit qu'ils sont poursuivis, il peut y avoir des tirs ici, vous n'avez pas le temps de contrôler les listes, vous n'avez pas le temps de contrôler le nombre d'armes. Monsieur le secrétaire général, nous nous sommes regardés avec la secrétaire exécutive de la SADC. Nous nous sommes dit, bon, tout ce qui reste à faire ici, c'est de signer et de partir. Donc, on ne savait pas qui montait dans l'avion. On ne savait pas, en réalité. On ne savait pas. Donc, ça s'est passé dans des conditions vraiment catastrophiques. C'est pourquoi il faut tirer vraiment expérience de cela. Et tirer expérience, on n'en tire pas suffisamment. Nous avons fait entrer ici les forces de l'East African Community. Parmi eux, il y avait notamment les Kenyans. Je n'ai rien contre les Kenyans, j'ai de bonnes relations avec Uhuru Kenyatta. Lorsqu'on les a fait entrer, moi je ne sais pas si on a checké. Est-ce que ce sont les Kenyans qu'on a effectivement fait entrer, rien que les Kenyans? Est-ce que parmi eux, il n'y avait pas aussi des Rwandais infiltrés? Le Sud-Soudanais est la même chose. Est-ce qu'on a checké les armes? Est-ce que les armes avec lesquelles ils sont entrés, toutes les armes sont ressorties? C'est pourquoi je pense qu'il faut vraiment utiliser toutes ces expériences du passé. Nous avons des mines d'or ici, à partir desquelles on peut tirer beaucoup d'expérience pour ne pas répéter les erreurs du passé. Et ce qui nous a aidé maintenant à avancer, parce qu'à l'époque, il n'y avait que le président Maurice Kikwete qui désignait du doigt le président Paul Kagame et qui lui demandait de cesser ce qu'il fait, de dialoguer avec les FDLR. Notre président ne parlait pas de l'époque, il n'ouvrait pas la bouche. Ce sont les autres qui parlaient pour le Congo. Si ce n'est pas Kikwete, c'est l'Afrique du Sud. Donc, maintenant, nous avons cette chance-là d'avoir les présidents. Maintenant, nous avons cette chance-là d'avoir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête. Et lui, il a ouvert la bouche, il a si désigné ceux qui ont monnaie et il nous a donné le courage. C'est ainsi que vous nous avez vus même à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple et partout, même au Conseil de sécurité. Maintenant, nous avons le courage de désigner le mal. Et vous verrez que le président Paul Kagame est KO debout. Moi, je le pratique. De la CIRGL, de fréquenter tous les présidents de la région des Grands Lacs. Et je peux vous dire qu'il n'y a qu'un seul qui osait interpeller Kagame et lui dire, vous demandez à la RDC de dialoguer avec les M23 et les autres. Mais vous, quand est-ce que vous allez commencer à dialoguer avec les FDLR? Vous devez aussi dialoguer avec les FDLR. Et
Enfin, on parlait de tout, mais moi j'étais secrétaire exécutif, donc fonctionnaire international, et je ne pouvais pas prendre la parole pour intervenir. Et les quelques fois que j'ai voulu aider notre délégation, il y a un problème, on doit pouvoir en parler. Je ne sais pas si ce problème a été remédié, mais les réunions se préparent au départ. Il faut coordonner, il faut que tous les services concernés préparent des réunions et précisent les objectifs stratégiques. Hein, j'ai tous maintenant la matière à Tundu et professeur Luman. Il faut savoir quels sont les objectifs stratégiques que vous poursuivez à travers telle ou telle rencontre. Il y a eu deux fois où les Congolais de Brazzaville ou même nos amis de Tanzanie m'ont demandé, mais professeur Toumalouaba, quels sont vos objectifs stratégiques? Et je ne pouvais pas les définir. On organise une grande réunion à Goma et vous vous rendez compte que la dernière délégation militaire et politique est arrivée à Goma et qui avait retardé la réunion d'un jour et qui était au centre du problème, c'était la délégation de la RDC pour arriver à Goma. Donc il faut préparer. Et même maintenant, je peux vous dire qu'il arrive que les gens qui doivent aller à une rencontre stratégique fassent la connaissance pour la première fois à l'aéroport. Oui. Ça, il faut également, et c'est à l'aéroport qu'ils savent, ah, toi tu es là aussi, toi tu participes, ainsi de suite. Non, c'est pas comme ça. Il faut bien préparer les dossiers, ainsi de suite. Il y a aussi un problème de restitution. Lorsqu'on rentre d'une réunion, le président de la République a créé un bon nombre d'agences stratégiques et dans chaque agence, il a placé une certaine intelligence. Il est très important de réunir ces agences-là pour pouvoir faire la restitution et que ces agences puissent vous dire que oui, là on peut insister, là on ne peut pas accepter. Parce que professeur de droit international public, je ne peux pas comprendre qu'on puisse accepter qu'un pays voisin puisse venir placer ses lignes de défense à l'intérieur du territoire de notre État membre. Et j'ai pu comprendre qu'on a acté cela. Donc il faut faire attention, parce que si on acte, on légitime en même temps la pression. Et nous avons fait beaucoup de victoires, et surtout avec notre sœur, maman Thérèse. Et elle a parlé dans toutes les langues du monde, même en allemand. Et lorsque je lui dis, maman, tu as parlé même en allemand, elle m'a dit, je parlerai dans toutes les langues du monde, pourvu que mon pays triomphe. Et maintenant, je vous assure, le président Kagame est vraiment désarticulé, déséquilibré, parce que c'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Je crois qu'à l'heure actuelle, il se parle même à lui-même dans son lit. Tellement il est dépassé par les événements. Et comme vous dites, avec Dieu, nous vaincrons. Avec Dieu, nous avons déjà vaincu et nous vaincrons. Amen.